T'as vu, j'ai mis un titre vachement putaclic, comme on dit sur Internet. Ça veut dire que c'est des mots accrocheurs qui nous, euh, qui nous donnent envie de cliquer parce que ça va nous chercher dans nos tripes, dans nos pulsions les plus primaires. Enfin, c'est pas fait exprès, hein. Ce titre, c'est vraiment imposé de lui-même parce que ce dont il va s'agir ici, c'est en réalité une lutte de pouvoir qui a lieu peut-être depuis des millénaires entre les hommes et les femmes, entre les mecs et les nanas. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe là, quels sont les enjeux. Parce qu'on est vraiment dans une époque où tout ça, ça remonte, quoi. On sent qu'on n'en peut plus, on peut plus continuer comme ça, avec le machisme, le féminisme, le patriarcat, le matriarcat, la phallocratie, pourquoi pas la clitocratie, la misogynie. Et puis les hommes, ils ont une grosse difficulté pour l'instant à trouver leur place là-dedans. Entre le macho et la couille molle, où est-ce qu'on va se placer, quoi? Entre les hommes qui battent leurs femmes et puis tous ces braves types, tous ces gentils garçons qui se font maltraiter par leur nana, psychologiquement ou même physiquement. Puis tous ces balance ton porc, pourquoi pas balance ton dragon. Et toute la problématique aussi LGBT, etc., où il y a vraiment des enjeux, où des gens se cherchent, il y a un problème au niveau de l'identité, au niveau de la reconnaissance, au niveau de qui on est, comment est-ce qu'on est accepté par les autres, comment accepter la différence. Voilà, tout ça, c'est un univers de lutte dans lequel on est l'ennemi de son voisin, sa voisine, quoi. Ou on est l'ennemi de son compagnon, sa compagne de vie. Euh, et voilà, on peut plus vivre en guerre. Et peut-être que l'origine des guerres entre États, entre nations, entre tribus, se trouve là aussi. C'est tout ça qu'on va essayer d'explorer maintenant. Alors, quand on parle de guerre des sexes, quand on parle de sexe, euh, le mot sexe manifeste déjà ça. Sexe, ça vient de sécare, couper, sécateur, section. Donc, on est déjà coupé, on est dans la coupure avec l'autre. On pourrait parler de genre, peut-être. On parle parfois de genre aussi. Alors, genre, ça renvoie au gène, à la génération, à la naissance, à l'origine. Alors, c'est pas toujours bien défini, justement, et parfois on peut être en lutte avec son sexe ou son genre d'origine. Parfois il correspond pas très bien à ce qu'on sent à l'intérieur de nous, ou parfois il n'est pas déterminé, tout simplement. Il y a des gens qui naissent hermaphrodites. Donc, euh, notre naissance, la manière dont on est et dont on est, du verbe être suite à notre naissance, n'est pas très bien défini non plus et peut être très très problématique. Au début de la vie sur Terre telle que nous la connaissons, il n'y a pas de sexe, il y a pas de reproduction sexuelle, il n'y a pas deux sexes. Donc les vivants ne sont pas séparés en deux camps, en deux clans. La reproduction sexuée, ou plutôt les sexes ont été inventés pour la reproduction et pour amener de la diversité, justement. Donc avant, les bactéries se reproduisent par scissiparité, un beau mot à placer à table ce soir, c'est-à-dire qu'elles copient leur patrimoine génétique, donc, et puis elles se séparent en deux, elles se coupent en deux, donc autrement dit elles se clonent. Donc la fille ou l'enfant, elle a copie du parent. Et donc il y a pas de rencontre, il y a un simple copiage du patrimoine génétique. Tandis que la sexualité amène un brassage des patrimoines génétiques. Donc il y a deux demi-patrimoines génétiques séparés de façon plus ou moins aléatoire
qui vont se mélanger pour en former un complètement original, tout à fait unique et tout à fait nouveau. Et pour que cette rencontre se fasse, pour que ce mélange se fasse, eh bien, un individu masculin va rencontrer un individu féminin, ou plutôt une partie masculine va rencontrer une partie féminine. Parce que parfois c'est sur la même, c'est sur le même organisme. Hein. Certaines plantes ont des fleurs femelles et des fleurs mâles. Certaines plantes s'autofécondent et là il n'y a pas ce mélange évidemment, par des parties mâles et des parties femelles de la même fleur. Certaines plantes ont des individus mâles ou des individus femelles. Alors à l'inverse, il y a des animaux qui ont en eux les parties mâles et parties femelles. Les animaux hermaphrodites comme les vers de terre, les limaces, les escargots. Mais là, la partie mâle de l'un s'accouple avec la partie femelle de l'autre et vice-versa. Donc il y a quand même rencontre, il y a quand même mélange des patrimoines génétiques. Donc il faut bien se remettre en mémoire et en conscience que la sexualité, cette séparation en deux types d'individus, est là pour créer de la diversité, pour créer de l'originalité. C'est vraiment une stratégie de la vie pour se diversifier, pour créer une diversité de formes. En tout cas, c'est ça le résultat. Alors, entre cette séparation, il y a une dissymétrie. C'est-à-dire que le mâle et la femelle ne sont pas semblables. Alors, dans la nature, ce qui se passe, c'est que le féminin accueille le masculin. C'est le masculin qui doit faire le pas, hein, un peu comme dans la drague, quoi, en théorie. C'est le masculin qui va vers le féminin. Le féminin attend. Même les poissons, hein, qui s'accouplent pas. La femelle, elle pond des œufs non fécondés, donc avec un demi-patrimoine génétique à l'intérieur. Donc c'est à l'extérieur, et le mâle va venir dessus répandre son sperme, ses spermatozoïdes. Donc là, la fécondation a lieu en dehors du corps des individus. Alors, mais donc de nouveau, c'est le féminin est là en premier, il est premier au rendez-vous, il attend, et le masculin vient à la rencontre du féminin pour créer cette rencontre justement. Alors ce qui est amusant, c'est que chez certains poissons comme les hippocampes, hein, c'est très symbolique, hein, cette association du cheval et du milieu aquatique. Chez les hippocampes, après ces œufs fécondés vont poursuivre leur gestation dans la poche du mâle. Donc là, c'est le mâle qui va porter. Mais toujours, le sperme va à la rencontre de l'ovule. Voilà. Et l'ovule, donc c'est le sperme qui doit rentrer dans l'ovule. Donc l'ovule, le féminin a quelque chose d'intérieur, et le mâle va aller vers cet intérieur, va pénétrer, comme c'est le cas, on le sait très bien pour notre accouplement à nous, va pénétrer dans le féminin. Alors chez les mammifères et donc chez les humains, ce qui se passe ensuite, c'est que le fœtus puis l'embryon, le fœtus se développe à l'intérieur de la mère, à l'intérieur de la femelle. Et donc on a tous ce rapport-là au féminin. Nous avons tous commencé notre vie, nous avons tous passé les 9 premiers mois de notre existence à l'intérieur d'une femme. Que nous soyons garçons ou filles, on est tous passés par là. Et c'est vraiment la chose qui nous détermine dans notre rapport au féminin masculin. Donc le féminin, c'est ce dans quoi nous sommes, ce dans quoi nous baignons pendant les 9 premiers mois de notre existence.
Et le masculin, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, et dans le meilleur des cas, on le perçoit, on peut le percevoir. Dans le meilleur des cas, il est bienveillant, il est entourant, il est sécurisant pour la maman. Dans le pire des cas, il peut être hostile aussi, hein. Mais c'est quelque chose d'extérieur, qui est à l'extérieur. On perçoit sans doute une voix, une présence, hein. C'est ce que l'autonomie développe, le contact avec cet extérieur paternel. Alors bien sûr, dans les couples homosexuels féminins, c'est une femme, là aussi. Mais donc là, le masculin n'est pas présent en tant qu'individu, quoi, hein. Mais voilà. Donc, ce qui est important là-dedans de retenir, c'est que nous avons tous démarré notre existence à l'intérieur d'une femme. Donc, et aussi dans la dépendance totale par rapport à cette femme pour notre propre existence. Nous respirons par elle, nous nous nourrissons par elle, probablement que nous ressentons aussi par elle, parce qu'elle a des ressentis, elle vit des choses, donc elle constitue notre univers, notre monde. Et donc là, il y a aussi une division des tâches entre le masculin et le féminin, entre le mâle et la femelle. C'est que la femelle, elle nourrit, elle abrite, hein, à l'intérieur d'elle-même, et le masculin, parce qu'il a rien d'autre à faire et parce que le féminin est mobilisé par cette tâche vitale, le masculin, il est à l'extérieur. Et il va essayer de protéger, de sécuriser cette gestation contre toute menace éventuelle de l'extérieur. Et donc là, on a le rôle de gardien, de guerrier peut-être du masculin qui se dessine, quoi. Voilà. Et donc, on a vraiment cette séparation des tâches intérieure, extérieure entre le mâle et la femelle. Enfin, dans l'autre ordre, bien sûr. Et peut-être, c'est une hypothèse que malgré cette dépendance à la toute-puissance maternelle, peut-être que à ce moment-là, nous percevons, l'enfant perçoit qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a un au-delà, qu'il y a un extérieur, qu'il y a une autre existence derrière. Donc ce contact est vraiment très très important, et la relation aussi entre la mère et le père et le monde extérieur, qui n'est pas constitué évidemment que par le père, hein. Il y a plein d'autres choses, et peut-être que le père n'est déjà plus là aussi, hein. En tout cas, il y a ce monde extérieur là. Peut-être qu'à travers cette relation, l'enfant entre déjà en contact avec ça, sent peut-être déjà que autre chose l'attend. Peut-être qu'il sait, hein, au fond de lui-même, en tout cas la vie, c'est le courant de la vie en lui, sait que autre chose l'attend et le prépare à l'entrée dans ce monde. Et donc, ce qui se passe là, c'est qu'il y a un événement très important qui se passe, hein, unique dans notre existence. C'est ce qu'on appelle la naissance, la venue au monde, qui n'est bien sûr pas le début de notre existence, vu que nous avons déjà plusieurs mois d'existence derrière nous, mais un changement de monde. Donc, nous sortons de la femme. Et nous sortons de la dépendance exclusive à la femme. Et le premier geste de cela, c'est la respiration. Donc à travers la respiration, nous ne sommes plus dans la dépendance continuelle à travers la respiration aérienne, bien sûr, nous ne sommes plus dans la dépendance continuelle de la mère et donc de la femme. Alors il y a encore la dépendance du nourrissage par le sein, mais même ça c'est souvent cassé, quoi. C'est pas indispensable. Il y a des enfants qui ne sont jamais nourris au sein par leur mère, bien sûr. Donc là on change vraiment d'univers, et la mère devient elle-même maintenant quelque chose d'extérieur à moi.
Elle devient, je suis dans un monde dans lequel il y a la mère et vers laquelle je vais naturellement, hein, pour me sécuriser. Je la retrouve par son odeur, sa voix peut-être et d'autres sens subtils. Je vais développer à ce moment-là un attachement. Vu qu'il y a coupure, rupture, je vais développer un attachement à celle qui jusqu'à présent avait la toute-puissance sur moi. Et je vais rencontrer en même temps dans ce monde un autre genre d'être d'humain, le masculin. L'autre masculin, parce que si je suis moi-même un garçon, j'ai déjà du masculin évidemment, et bien sûr tout individu a en lui du masculin, du féminin, mais je vais rencontrer des hommes, des garçons. Et je vais rencontrer cet autre-là, et donc cet autre va petit à petit, dans le cadre du couple parental, exercer une autre fonction que celle de nourrissage, de confort, de câlin, de réassurance, de chaleur aussi. Il va pouvoir exercer à la fois cette fonction-là, parce que le mâle masculin peut être nourricier aussi, il peut donner le biberon, il peut faire des câlins, je peux sentir sa chaleur aussi, son odeur. Mais il va aussi me faire découvrir d'autres choses. Il va me faire découvrir, le temps que la maman se récupère aussi de cette performance physique qu'est la grossesse, que sont la grossesse et l'accouchement. Lui, il est d'attaque et il va pouvoir m'emmener vers d'autres activités extérieures, vers une autre vie extérieure. Ce que bien sûr la mère peut faire aussi, mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai un rapport tout à fait différent. Le rapport avec la mère est tout à fait différent, vu que j'étais dans cette dépendance par rapport à elle. Et donc, de cet attachement à la mère, qui est une période vraiment très très importante et problématique pour accepter de vivre cette vie aérienne et séparée, je vais devoir passer à un détachement petit à petit de la mère pour ne plus être dans la dépendance de cet autre organisme et pour pouvoir me nourrir moi-même dans le monde. Et donc le masculin va pouvoir jouer un rôle là-dedans. Parce que pour la mère, ça va être difficile, ça va être un arrachement aussi ça peut être un arrachement de se détacher de cet être qu'elle a porté pendant tous ces mois à l'intérieur de son corps. Je me rends compte là que, enfin, ceci est une petite parenthèse, mais qui a son importance. Je me rends compte que j'ai complètement oublié ou omis inconsciemment de parler d'attachement au père, comme s'il pouvait pas y avoir d'attachement au père. Or, bien sûr, l'enfant va pouvoir s'attacher à son père ou à une présence masculine pour pouvoir justement vivre autre chose que cet attachement au féminin dans la dépendance. Voilà, et maintenant je reprends le fil de cet exposé. La mère va devoir donc renoncer à cette toute-puissance qu'elle exerçait à l'égard d'un autre être. Alors, il serait intéressant de voir cette femme, quel est son rapport dans l'existence avec sa propre puissance, son sentiment de puissance, son pouvoir personnel, et ce qui se joue là, à ce niveau-là. Et aussi, ça peut être différent du fait de si l'enfant est mâle ou femelle. Parce que si l'enfant est femelle, c'est un enfant c'est un être qui, à son tour, est appelé à exercer cette puissance, qui possède en elle plutôt cette puissance. Si c'est un mâle, si c'est un garçon, cet être n'est pas appelé à exercer cette puissance. Et donc il faut voir aussi quel est le rapport, quelle est déjà la lutte de pouvoir, s'il y a une lutte de pouvoir, quel est le rapport de force, le rapport de pouvoir entre cette femme, cette mère et
et le masculin, et les hommes, et particulièrement son mari ou son compagnon de vie, le père de l'enfant. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Du côté du père, pareillement. Donc le père va pouvoir jouer un rôle dans le détachement le plus en douceur possible de l'enfant par rapport à la toute-puissance maternelle, par rapport à cette puissance que lui-même ne pourra jamais exercer en tant qu'homme. Ce n'est pas une puissance qu'il possède, et c'est une puissance qu'il a, entre guillemets, subie lui-même en tant qu'enfant. Donc il a été lui-même dépendant de cette toute-puissance, mais il ne pourra jamais l'exercer. Donc le rapport de force homme-femme est tout à fait souvent l'inverse de ce qui est véhiculé par notre culture. C'est que la femme a une puissance que l'homme n'aura jamais. Donc le faible quelque part c'est lui. C'est d'ailleurs ça s'exprime magnifiquement dans le cas de la menthe religieuse, qui dévore le mâle après l'accouplement, quoi. Parce que techniquement, le mâle n'a plus d'utilité après l'accouplement. Et donc, peut-être qu'il vaut mieux recycler ses protéines pour nourrir les petits que d'être encombré par ce mâle qui ne sert plus à rien. Donc peut-être que chez les hommes, il y a une peur d'être inutile et donc peur d'être dévoré aussi par cette puissance féminine. Par rapport à cette peur du féminin, il y a quelque chose dans notre culture d'assez emblématique. Vous savez peut-être que donc une des grandes sources de notre culture occidentale, c'est bien sûr la Grèce antique. Et les Grecs de l'Antiquité n'étaient pas spécialement connus pour leur féminisme ou leur amour des femmes. Jusqu'à un certain point, peut-être que l'homosexualité pratiquée là chez les hommes était une fuite, parce que peut-être qu'on trouvait que la femme était indigne d'amour, en tout cas dans certaines couches de la société. Bref, quand vous visitez Athènes, donc actuelle capitale de la Grèce, la frise qui ornait le Parthénon, hein, donc ce temple-là au centre d'Athènes. D'ailleurs, Parthénon signifie Parthénos, ça signifie la jeune fille, autrement dit la Vierge, autrement dit la femme qui n'a pas encore réalisé cette puissance d'enfanter. En d'autres termes, la femme qui ne présente pas de danger pour le masculin, en tout cas. Donc, le Parthénon est dédié à Athéna, j'y reviendrai, une déesse donc féminine. Donc, sur la frise qui ornait le Parthénon, ce temple vraiment au cœur de la Grèce, était représenté la bataille des Grecs contre les Amazones. Donc les Grecs avaient une peur bleue des Amazones, ces guerrières, ces femmes guerrières, qui est un peuple que parfois on situe légendairement du côté du Maghreb, ce qui est intéressant aussi. Et donc qui est un peuple dominé par les femmes, où les hommes ne servaient qu'à la reproduction, et Amazone signifie privé de sein. Donc là, le sein, donc qui permet l'allaitement. Donc la légende raconte que les Amazones se brûlaient un sein, autrement dit se mutilaient de cette part de féminité qui nourrit, mais qui nourrit à l'extérieur, hein. Donc après, c'est une étape vers le détachement, pour pouvoir tirer à l'arc, pour pouvoir être performante en tant que guerrière. Donc voilà, donc au cœur de la culture grecque, il y a cette bataille, cette guerre entre
la femme et l'homme. Et cette peur de la femme, qui vient sur le terrain de l'homme, qui est la guerre à l'époque. Voilà, donc c'est assez emblématique qu'il y a ça. Comme je le disais, la divinité qui donne son nom d'ailleurs à la cité d'Athènes, c'est Athéna. C'est une femme guerrière. Elle a les attributs du guerrier. Elle a une cuirasse, elle a un casque, elle a une arme, une lance. Mais c'est la déesse de la sagesse. Donc elle possède la sagesse. Un de ses emblèmes, c'est la chouette. La chouette qui a la vision nocturne, qui s'envole à l'obscurité, donc qui peut aller visiter l'ombre, qui peut aller visiter nos parties sombres et le regarder en face et les regarder avec sagesse. Donc c'est la Sophia, autrement dit. Sophia signifie sagesse en grec, d'où philosophie. Donc quelque part, le philosophe et la philosophie va essayer de retrouver ce féminin qui possède la sagesse. D'ailleurs, un des emblèmes de la philosophie, c'est le personnage de Socrate, que l'on connaît bien, qui déambulait dans les rues d'Athènes, justement, c'était un Athénien, et qui parlait avec les gens et qui essayait de trouver une sagesse, justement, de mettre au monde une sagesse. Et je dis ça à dessein parce qu'il disait « j'exerce le même métier que ma mère ». Or, sa mère était accoucheuse, sage-femme. Et il dit, moi, j'essaye d'accoucher de la sagesse en parlant avec les gens, d'aider à ce que les gens accouchent de leur sagesse. Donc, on retrouve cet acte de l'accouchement, cette puissance féminine qui est celle de porter l'enfant, de le mettre au monde et de le nourrir. Alors, de mauvaise langue peut-être raconte aussi que si Socrate se baladait toute la journée dans les rues d'Athènes, c'était pour fuir sa femme qui, paraît-il, était assez terrible, était un dragon. Ma suggestion est donc que cette prise du pouvoir historique des hommes, du masculin, auquel on a assisté, de laquelle on se plaint et de laquelle on a envie de sortir actuellement, ne serait qu'une compensation de leur impuissance, de leur sentiment d'impuissance face à cette puissance féminine toute naturelle. Et donc c'est pour ça que les hommes asservissent pour essayer de se sentir puissants, justement. C'est pour ça que les hommes se font la guerre. Les hommes s'entretuent pour essayer de sentir dans leur corps, dans l'étreinte meurtrière, le pouvoir masculin, pour se rassurer, pour se dire le masculin a une puissance de mort là plutôt, alors que la puissance féminine est une puissance de vie. Mais peut-être qu'en désespoir, en désespoir de sentir cette puissance en eux, les hommes n'ont trouvé que cette solution là. Et c'est pour ça que les hommes font du football aussi, ou n'importe quoi, n'importe quel sport, et qu'ils se leur réservent pour ne pas que sentir cette puissance féminine envahir leur petit précaré dans lesquels ils se rassurent par rapport à leur propre puissance à eux. C'est pour ça qu'ils vont au café aussi, pour oublier, pour s'anesthésier, que ce soit avec de l'alcool ou de la caféine ou de la théine ou de la chicha, peu importe, pour ne pas ressentir leur vulnérabilité, leur dépendance de la femme. C'est pour ça qu'ils vont au travail aussi, pour se sentir puissants, pour avoir l'impression de produire quelque chose, pour avoir l'impression d'être utile aussi. C'est pour ça peut-être que dès qu'une femme ou n'importe qui appelle à l'aide ou demande « il faut planter un clou », l'homme accourt. Il accourt avec son marteau, sa visseuse, etc. Parce que tout content d'être utile. Parce que sinon, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se faire bouffer comme par la menthe religieuse.
donc voilà ma suggestion. Et j'invite vraiment les hommes et les femmes à essayer de ressentir ça. Comment on se situe par rapport à tout cela. Et peut-être que cette situation a arrangé les femmes historiquement quelque part. On dit toujours derrière un grand homme il y a une femme qui se cache. Peut-être que en coulisses c'était des femmes qui tiraient les ficelles de tout cela justement. Ça les arrangeait d'envoyer leur mari à la guerre, leur fils peut-être aussi, pour garder, peut-être, je ne sais pas, c'est une suggestion, pour regarder le contrôle sur la maison et pour s'assurer qu'elles avaient le contrôle, pour s'assurer que les hommes obéissaient, étaient toujours dans la dépendance. La guerre la plus fameuse, la plus mythique dans notre culture, la guerre de Troie, c'est à cause d'une femme, c'est à cause d'Hélène, c'est à cause de la séduction d'une femme. C'est elle qui a la clé de cette guerre. Tout dépend d'elle là-dedans. Donc voilà, peut-être que les femmes finalement sont complices quelque part de cet état des choses. En tout cas, les deux sont complices. C'est peut-être que ça arrangeait les deux de façon purement réactive jusqu'à présent. Et donc il y a peut-être aussi ce truc-là que devant cette réaction de l'homme, cette prise de pouvoir de l'homme, prise de pouvoir violente, parce que il y a que ça qui lui reste, c'est la violence comme pouvoir, autrement dit le pouvoir de contraindre, de détruire, face à la puissance de vie qui est bien plus forte évidemment de la femme. Face à ça, peut-être que la femme en tant que mère, s'est racrapotée sur le contrôle de son précaré, autrement dit la famille, les enfants, le contrôle du fils, le contrôle de la fille, et spécialement du fils, parce que la fille, elle est appelée à exercer la même puissance, comme on l'a déjà dit, et donc elle peut être soit une complice, il peut y avoir une complicité entre elles dans le meilleur des cas, une transmission, soit dans le pire des cas, elle peut être une concurrente de sa mère. Et donc là, il peut y avoir un conflit aussi. Des conflits mère-fille sont très fréquents aussi. Mais ça, c'est entre deux puissances semblables, quoi. Et donc l'enjeu, ça va être, je ne sais pas moi, les petits-enfants ou le conflit belle-mère, belle-fille aussi, c'est là, et l'enjeu c'est le fils, le mari en même temps. Donc voilà, il y a toute cette constellation de conflits qui se crée autour de ce malentendu peut-être. Bon, maintenant comment faire pour sortir de ce conflit? Comment faire pour le dépasser? Alors la suggestion ici justement c'est peut-être pour l'homme de reconnaître et de faire reconnaître aussi qu'il a en lui cette puissance, peut-être pas d'un point de vue biologique, cette puissance féminine, peut-être pas d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue affectif, spirituel, créatif, artistique, intellectuel, enfin, peu importe. Donc simplement le fait qu'il puisse reconnaître qu'il peut nourrir en lui quelque chose, qu'il peut nourrir aussi à l'extérieur quelque chose. C'est vraiment reconnaître sa capacité d'intériorité, sa capacité de tenir et de nourrir en lui un monde et la vie spécialement, quelque chose de vivant. Voilà, et que cette capacité intérieure collabore avec sa capacité justement extérieure à sécuriser, à mettre de limites, et pareillement chez la femme, reconnaître en elle qu'elle a cette puissance de nourrir la vie, et pas que biologiquement, sur tous les autres plans aussi. Chez elle, son corps manifeste bien sûr cette puissance, et donc pour elle, ça va de soi, mais qu'elle peut l'exercer aussi sur d'autres plans, dans d'autres domaines, et puis aussi reconnaître
et ça parfois elle l'a fait avec le féminisme dans l'excès, qu'elle a aussi la capacité masculine justement d'intervenir dans le monde extérieur, de sécuriser ce côté guerrier, bien sûr qu'elle a, le côté Amazone, et que ces deux aspects fassent la paix chez l'homme comme chez la femme, les uns avec les autres, parce qu'ils sont appelés à travailler ensemble. Ils sont pas appelés à se battre. C'est pas parce qu'ils sont différents. C'est pas parce qu'ils ont un domaine d'action différent, intérieur, extérieur, qu'ils sont en concurrence, ou qu'ils sont en compétition, qu'ils sont en conflit. Non, au contraire, ce sont les deux faces de la même médaille, et les deux sont nécessaires. Le fait de chouchouter, de nourrir, de créer du confort à l'intérieur pour que quelque chose puisse accomplir sa gestation, et puis le fait de mettre ça au monde, et le fait de sécuriser tout cela, de cadrer, de structurer. Voilà, c'est ce mouvement-là que les hommes et les femmes sont appelés à cultiver dans la collaboration, les uns et les autres. Et dans la rencontre et dans la danse. D'ailleurs, les danses de couple et de groupe manifestent ça, toutes ces actions intérieures, actions extérieures. Voilà, ce sont tous des domaines où la rencontre s'effectue. Dans l'acte d'amour aussi, la rencontre s'effectue et peut être une danse entre l'un et l'autre, au point où on ne sait plus qui est quoi, et chacun va visiter successivement l'un et l'autre de ces aspects. Donc voilà, je nous invite tous à cultiver cela, pour plus que ce soit un conflit, mais une collaboration, que ce soit une danse, quoi, de la vie, et au service de la vie, au service de la nouveauté, au service de l'élan de vie. C'est ce que je nous souhaite. Donc schématiquement ici, la suggestion, c'est que notre civilisation est malade d'une hyperpuissance féminine, maternelle, et d'une présence masculine qui est plus dans la frustration, la rancœur, et donc qui n'est pas présente, une présence paternelle une absence paternelle plutôt. Donc, mère hyper présente, hyper puissante, père absent. Ou l'énergie paternelle, l'énergie du cadre, de la structure, est vécue de manière immature. Autrement dit, comme si elle était dans les mains d'un enfant. Enfant de qui? De la mère. Donc, il y a à rétablir un équilibre dans ces deux énergies, dans ces deux fonctions. Et peut-être l'invitation, c'est pour les hommes de faire des câlins, quoi, de sentir que eux aussi ont cette puissance cajolante, confortante, et d'ailleurs c'est peut-être une origine du mouvement des free hugs, là, ce besoin de se tenir dans les bras, donc de sentir cette douceur, mais entre pairs, entre adultes aussi, pas d'une immense femme, une immense puissance féminine, et nous tout petits, petites choses fragiles. Non, vraiment de rétablir cette fonction-là, cette énergie dans la relation, et en même temps de l'amener avec mesure, avec tempérance, de pas aller jusqu'à l'étouffement, de pas aller jusqu'au gavage. Donc de plus être dans le fait de savourer, le fait d'apprécier ces moments, cette douceur, ce confort. Voilà, vraiment rétablir un équilibre là-dedans. Et ce que développe le féminin aussi, parce que pour pouvoir nourrir, pour pouvoir soigner, il faut ressentir, il faut avoir de l'empathie, il faut être dans la sensibilité aux besoins de l'enfant qui ne sait pas parler. Et donc d'éviter que cette sensibilité ne déborde et ne soit emportée dans un tourbillon mélodramatique, ou ne nourrisse ce tourbillon mélodramatique, mais qu'il y ait au milieu de cette
de ce foisonnement de sensations, qu'il y ait une direction, qu'il y ait un sens, qu'il y ait un axe. Et donc ça, c'est la partie masculine de nous-mêmes, donc aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui va l'amener. De dire, ok, on ressent, et cette sensation est là pour nourrir quelque chose et pour nous emmener quelque part, pour nous emmener vers l'autonomie, vers le fait d'être qui nous sommes, tout simplement. Donc ces deux puissances maternelle, paternelle, féminine, masculine, ne sont pas là pour asservir l'énergie de l'enfant en nous, mais sont là pour lui servir et l'élever, la pousser vers le haut et la soutenir, la porter jusqu'à ce que cette énergie l'énergie de l'enfant ait intégré ces deux puissances et puis se réaliser, se réalise dans cette intégration. Donc il s'agit vraiment d'une collaboration de ces deux puissances et non plus d'un conflit. C'est pas deux camps, c'est deux membres d'une équipe, qui ont un travail à effectuer ensemble. Il y a peut-être aussi toute une harmonisation à effectuer auprès de nos pères et de nos mères, de nos papas et de nos mamans, et de nous-mêmes en tant que pères et en tant que mères. C'est-à-dire que les mères ne prennent plus toute cette place. Et pour qu'elles ne prennent plus toute cette place, il faut que le père soit présent aussi. Donc, peut-être mettre un frein à la présence de nos mères, avec beaucoup de gratitude pour cette mise en route de la vie, pour ce nourrissage de la vie qu'elles donnent au début, et les libérer quelque part de cette fonction, tout en ne leur faisant pas croire qu'après elles sont inutiles, bien sûr. Elles vivent, elles continuent à vivre en tant qu'êtres humains. Et de même, nos pères, les réinstaller, les inviter à prendre leur place, et à être présents dans le fait de travailler ensemble à l'autonomisation de l'humain, au fait que l'humain, le petit humain qui est enfant et puis adulte, devienne adulte justement, et grandisse et puisse se détacher de la dépendance à sa mère et puis bien sûr à son père aussi. Évidemment, la société de consommation ne nous encourage pas à ça. Pour qu'on soit dans le manque, pour qu'on soit dans l'envie, pour qu'on soit dans la dépendance, elle nous entretient dans cet état de nourrisson, et elle se mettant bien sûr en mère. Et donc là aussi, il y a quelque chose, si nous voulons que notre civilisation évolue, que l'humanité évolue et grandisse et devienne adulte, il faut que le masculin en nous détache les individus de cette dépendance, de cette peur de manquer, de cette soumission à cette toute puissance maternelle nourricière de la société de consommation, la société industrielle. Donc là, il y a aussi, en fait, c'est pas qu'il faille restaurer le féminin, c'est plutôt le masculin peut-être qu'il s'agit de restaurer dans une présence bienveillante, harmonisante de tout cela, pour que le féminin puisse retrouver sa juste place aussi et son juste pouvoir aussi. Donc à effectuer au niveau de la société et au niveau de chaque individu aussi, remettre ces deux polarités en harmonie. C'est vraiment ce que je nous souhaite, et j'ai envie de participer avec vous à ce chantier. Au plaisir.